Laissez-moi vous raconter l'histoire de François Blanc, un homme d'affaires français né en 1806 et qui a fait plein de trucs dans sa vie. Il a bâti des casinos, il a créé la roulette européenne et il a pratiquement inventé Monte-Carlo. Mais surtout, en 1834, lui et son frère jumeau vont être les premiers du monde à pirater un réseau de communication. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que j'ai trouvé aucun film sur leur vie. Au 19e siècle, la France n'a pas encore inventé le Minitel, mais elle est déjà en avance en matière de communication. Pour transmettre des informations, souvent militaires, dans le pays le plus vite possible, on a ce qui s'appelle les télégraphes Chappe. Et c'était avant les télégraphes électriques. En gros, le principe, c'est d'avoir des tours avec des bras articulés sur le toit qui vont avoir différentes positions auxquelles correspondent différents mots. Donc la tour écrit un message et une autre tour à une dizaine de kilomètres reproduit les mêmes symboles pour que la tour suivante la recopie, etc., etc., jusqu'à ce que le message soit livré à l'endroit voulu. La première ligne a été installée en 1794 et faisait Paris-Lille. Puis plusieurs autres lignes ont été installées au fil des années et à la fin on avait un réseau qui ressemblait à ça. Pendant ce temps-là, à Bordeaux, dans les années 1830, deux frères jumeaux placent leur argent à la bourse de Bordeaux. À l'époque, les cours sont alignés à la bourse de Paris et l'information met plus ou moins 3 jours à arriver de la bourse de Paris à Bordeaux. Du coup, ils se disent que s'ils pouvaient avoir accès aux cours de Paris un peu en avance, ils pourraient gagner plein d'argent en sachant avant tout le monde si les cours allaient baisser ou monter, et du coup s'il valait mieux vendre ou acheter. Il fallait donc trouver un moyen d'être plus rapide que la poste. Je pense que vous voyez le truc venir. Tiens, par exemple, les télégraphes, eux, arrivent à passer un message de Paris à Bordeaux en 3 heures seulement. Et ça tombe bien pour les deux frères puisqu'ils connaissent un gars qui travaille dans les télégraphes et qui a plein d'informations super intéressantes. À partir de là, ils élaborent un plan avec des complices dignes d'un Ocean Eleven. Donc le but, c'est d'utiliser les télégraphes Chappe pour transmettre les informations de la bourse de Paris à Bordeaux. Pour que ce soit discret, ils vont faire des ordres de typo spécifiques dans les messages des télégraphes qui indiqueront si les cours montent ou baissent. Donc on a les deux frères blancs à Bordeaux. Ils vont avoir un complice à Paris qui surveille les cours de la bourse de Paris. Comme ils savent que les erreurs de typo des télégraphes de Paris à Bordeaux sont corrigées à Tours, ça servait à rien de faire partir l'erreur de typo depuis Paris, puisque ce serait effacé à Tours. Il fallait donc que l'erreur parte de là. Donc notre complice, une fois qu'il a vu les cours de la bourse de Paris, pour transmettre l'information à Tours sans être cramé, il va envoyer un colis codé à un deuxième complice qui lui travaille au télégraphe de Tours. Et ils sont partis loin, parce que le colis, s'il contient des gants, ça veut dire que le cours monte, et s'il contient des chaussettes ou une cravate, ça veut dire que le cours baisse. Et en plus, il y avait un système de couleurs pour savoir de combien ça avait monté et baissé. Bref, une fois qu'il a reçu le colis, l'agent du télégraphe de Tours peut faire l'erreur de typo qui va dire si ça baisse ou si ça monte, et un dernier complice à Bordeaux observe le télégraphe pour repérer le signal et informer les frères jumeaux. Donc ce stratagème va quand même durer 2 ans, et j'ai pas trouvé exactement combien ils avaient gagné, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était beaucoup. Et le pire, c'est que quand ils vont se faire prendre et se faire juger, ils vont juste se prendre une amende pour corruption d'agent public, par rapport à leurs complices dans le télégraphe. Mais en fait, rien leur interdisait d'utiliser un télégraphe à des fins privées. D'ailleurs, c'est pendant ce procès qu'une loi va passer justement pour donner le monopole à l'État sur les communications. Mais voilà, les deux frères se sont fait plein d'argent. Dans les années suivantes, ils ont bâti des casinos, et aujourd'hui on a des articles qui disent que le premier piratage de réseaux de communication était français, donc cocorico. Bref, les années suivantes, le système de communication Made in France de télégraphe Chappe ont commencé à disparaître à cause des télégraphes électriques qui étaient plus rapides et plus fiables, et puis blablabla, aujourd'hui on a internet. Mais un truc qui n'a pas changé entre le 19e siècle et aujourd'hui, c'est la finance. Enfin aussi ça a changé un peu, mais ce qui n'a pas changé dans la finance, c'est l'importance de la vitesse. À l'époque, les frères blancs voulaient l'information quelques jours voire quelques heures avant tout le monde. Maintenant, les traders se battent pour avoir quelques secondes voire quelques nanosecondes d'avance. C'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence ou le high frequency trading, et depuis une dizaine d'années, ça a pris une place de plus en plus importante sur les marchés financiers. C'est environ une transaction sur 2 sur les marchés financiers des États-Unis, et en Europe, ça représente 30% des parts de marché. C'est pas simple de donner une définition précise du trading haute fréquence, mais globalement, c'est quand dans les entreprises de trading, à la place des traders classiques, on a des algorithmes qui sont programmés pour acheter et vendre super vite des produits financiers sur les marchés financiers. Mais genre vraiment super vite. On parle d'opérations qui se font en nanosecondes, c'est-à-dire plus rapides que la milliseconde, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus rapide qu'un clignement des yeux. Et j'insiste sur un truc, c'est pas parce qu'il y a des algorithmes que c'est forcément du trading haute fréquence. Il y a les traders algorithmiques, ça c'est une catégorie, et dans cette catégorie, il y a les traders haute fréquence qui, entre autres, ont vraiment cet objectif de réduire la latence le plus possible. Par exemple, une des techniques pour laquelle la rapidité a un vrai avantage, c'est pour profiter des micro-anomalies entre les bourses.
Si à un endroit, l'offre pour une action est juste un tout petit peu moins élevée que la demande à un autre endroit, alors l'algorithme va en profiter avant que l'anomalie ne soit corrigée. Souvent, c'est un écart de prix de même pas quelques centimes, mais le trader haute fréquence va acheter un max d'actions pour les revendre un tout petit peu plus cher ailleurs et se faire plein d'argent grâce à la quantité. Donc le but pour les entreprises de trading haute fréquence, c'est de créer des algorithmes super rapides, même de créer les plus rapides pour être les premiers à profiter de ce genre d'événement. Parce que arriver deuxième, ça rapportera rien. Et pour ça, en fait, il y a tout un écosystème qui va se créer. Déjà, les bourses louent des espaces juste à côté de leur data center pour que les traders haute fréquence aient l'accès le plus rapide aux données. D'autres entreprises créent des lignes de communication super rapides pour connecter les bourses entre elles, d'ailleurs sous forme de tours. Ces lignes sont louées du coup aux entreprises de trading haute fréquence qui, de leur côté, investissent en masse pour faire des algorithmes ultra optimisés qui vont mouliner toutes ces données le plus vite possible. Bon alors là, comme ça, des ordinateurs super puissants qui jouent plein d'argent en bourse, ça peut faire un peu Black Mirror, mais semblerait que ça ait des avantages. J'ai souvent vu l'argument disant que les traders haute fréquence sont utiles pour rendre les marchés plus liquides, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils aident à faire en sorte que quand on veut acheter, on puisse acheter, et quand on veut vendre, on puisse vendre. Et ça, c'est parce qu'une de leurs activités, c'est de vendre et d'acheter en permanence en se prenant une marge. Bon, après, on n'a pas attendu les traders haute fréquence pour trouver des acheteurs et des vendeurs non plus. En général, on manque de liquidité en temps de crise. Les gens n'arrivent plus à vendre, donc ils baissent les prix, et c'est la panique. Et c'est pas dans ce genre de cas que les traders haute fréquence apportent de la liquidité. Au mieux, ils font comme les autres, ils arrêtent d'acheter et de vendre en attendant que ça se calme. Donc disons qu'ils aident à dynamiser un peu plus les marchés quand tout va bien, parce qu'ils sont là à pouvoir acheter et vendre super vite. Mais par contre, comme ils peuvent faire plein d'opérations à la seconde, ils peuvent se permettre de diminuer leur marge, de se faire plus d'argent grâce à la quantité. Donc, ils donnent un peu plus de liquidité quand tout va bien, mais surtout pour moins cher. Bon après ces machines sont tellement rapides et font tellement d'opérations à la seconde que ça leur donne un peu un pouvoir surhumain et ça mène parfois à des abus. Globalement on parle d'abus quand on considère qu'il y a une manipulation des prix. Comme les machines peuvent envoyer des centaines d'ordres en quelques secondes, et en gros un ordre c'est une réservation pour acheter un produit financier, donc comme les machines peuvent envoyer des centaines d'ordres en quelques secondes et les annuler au dernier moment, avant que ça soit validé, elles arrivent très bien à simuler de l'engouement pour une action ou une obligation, donc à manipuler les prix. Par exemple pour faire monter le prix d'un produit financier juste avant de le vendre et pouvoir se faire plein d'argent. D'ailleurs en 2015, pour la première fois, un trader haute fréquence s'est fait condamner pour cette pratique. Après, si ce genre de condamnation est rare, c'est que ça peut prendre des mois, voire des années pour examiner tout l'historique des ordres, puisqu'on parle de milliers d'ordres à la seconde par des centaines de traders. Mais aussi, il faudrait prouver que l'intention était bel et bien de manipuler les prix. Et là non plus, c'est pas si simple. Depuis 2010, les autorités financières en Europe et aux États-Unis notamment sont de plus en plus alertes sur les comportements des traders haute fréquence à cause d'un événement qui a bien agité le monde de la finance, le flash crash du 6 mai 2010. Ce jour-là, les indices boursiers des États-Unis ont perdu plus de 5% de leur valeur en quelques minutes. C'était inédit à l'époque, et on dirait peut-être pas comme ça, mais 5%, surtout en si peu de temps, ça a bien fait peur tout le monde. Ça a bien fait peur à tout le monde. Heureusement, en 20 minutes, les cours sont remontés presque intégralement. Alors même si tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas à cause des traders haute fréquence que la valeur a commencé à dégringoler, c'était plutôt à cause d'un ordre de vente très important qui a agité les marchés, les traders haute fréquence auraient quand même vraiment amplifié l'effet et auraient accentué la panique. Un genre d'effet mouton qui s'est résorbé en quelques minutes heureusement, mais qui a bien fait flipper tout le monde et qui a eu des conséquences sur la confiance des investisseurs pendant un bon moment après ça. Depuis cet événement, donc on a vu une des limites du trading haute fréquence et c'est la critique la plus connue sur le sujet. Et en plus des craintes techniques, il y a aussi des interrogations éthiques sur ce genre de nouvelles pratiques. Est-ce que ce serait pas un genre de concurrence déloyale envers les traders qui n'ont pas accès à ce genre de rapidité? Est-ce que cette rapidité surhumaine dans la finance apporte vraiment de la valeur ajoutée? Le prix Nobel d'économie Paul Krugman en parlait notamment en 2009 dans le New York Times quand il disait « Le marché financier est censé affecter le capital à ses utilisations les plus productives, par exemple en aidant les entreprises qui ont de bonnes idées à lever des fonds. Mais il est difficile de voir comment les traders qui passent leur commande 1/30 de seconde plus vite que quiconque font quoi que ce soit pour améliorer cette fonction sociale. » Bon, finalement, depuis les frères blancs, on est passé de « Oh, la finance c'est rigolo, on s'envoie des chaussettes pour gagner de l'argent » à des entreprises qui déboursent des milliers en algorithmes et installations pour pouvoir trader presque littéralement à la vitesse de la lumière. En tout cas, les algorithmes et le trading haute fréquence, ça fait aujourd'hui partie intégrante de la finance. Et ces dernières années, les réglementations, qui sont nécessaires pour éviter les abus, se sont développées à travers les pays. Comme en France ou en Italie, où il y a une taxe sur le trading haute fréquence, ou bien au niveau de l'Union européenne, avec les réglementations MiFID, qui encadrent un peu mieux la finance algorithmique et poussent à un peu plus de transparence. Mais bon, globalement, en faisant mes recherches, j'ai eu l'impression que les bilans de ce genre de réglementation étaient assez mitigés. Par exemple, plus de transparence, c'est bien, mais la quantité de données est si importante que transparence ne veut pas forcément dire que toutes les données seront bel et bien analysées, et que les abus seront remarqués. Par exemple, il a fallu plus de 5 mois aux autorités américaines pour analyser les 20 minutes de données du flash crash de 2010.
Merci à Gilles de la chaîne Eureka pour sa relecture. Si par hasard vous connaissez pas, allez-y, ça vaut le coup. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez venir en discuter avec nous, on sera en live sur Twitch ce soir, le soir de la publication, donc n'hésitez pas. C'était Marino pour Stupid Economics. Sur ce,